Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là, d'être à IRIG. Je vais commencer par présenter rapidement l'école, représenter les Jedi. Il y en a qui sont là à chaque fois, donc j'espère qu'il y aura la musique, mais ça fait du bien. Et puis, je présenterai rapidement Rémi, qui sera notre intervenant ce soir. Et je le laisserai... ça crépite. Qui fait du feu derrière? Donc, je le laisserai ensuite prendre la suite et vous raconter ce que c'est l'intelligence artificielle post-donnée. Pour rappel rapide, IRIG, c'est la première grande école d'innovation en France, on croit bien aussi en Europe. On forme des Master 1, des Master 2, des MBA et des doubles diplômes, des MS, en prenant un peu le parti que l'innovation, c'est plus simplement une casquette qu'on ajoute sur un métier, mais c'est des vrais métiers qui commencent à se développer. Donc, on forme à devenir entrepreneur, intrapreneur, responsable de projets d'innovation, directeur innovation, consultant innovation, bref, un peu tous ces métiers qui gravitent autour de l'innovation. On a des spécificités, on est une école très transdisciplinaire, on a des profils qui viennent un peu de tous bords, donc ce soir, il y a un certain nombre de nos étudiants, il y en a qui viennent de profils de cursus ingé, d'autres de cursus marketing, design, philo, biologie, enfin, on a vraiment des gens de tout milieu, et c'est ça qui fait la richesse de cette école et de notre pédagogie. Et bien sûr, on a une pédagogie très orientée sur le learning by doing, puisqu'on apprend à créer de l'innovation en faisant et pas dans les bouquins. Si ça s'apprenait avec des formules dans les bouquins, ça se saurait. Donc, on met nos étudiants en posture d'innovateurs dès qu'ils sont à l'école, ils montent des projets d'innovation dès qu'ils nous rejoignent ici. Donc là, vous êtes sur notre nouveau campus. On a aménagé cet été, qu'on est ravis de pouvoir utiliser depuis quelques mois et qui est très agréable. Donc, bienvenue encore une fois. Les Jedi, en gros, on a créé ça parce qu'on s'est rendu compte que quand on voulait développer une pédagogie autour de l'innovation, il y avait énormément de sujets. C'est transdisciplinaire en soi. Et il y avait beaucoup plus de sujets que ce qu'on avait le temps de faire rentrer dans les maquettes. Et en plus, il y a tout un écosystème autour de l'école qui peut profiter de certaines des thématiques qu'on a envie d'aborder. Donc, on a créé les Jedi pour y mettre tout ce qu'on n'a pas le temps de faire dans les cours, en fait. Ça nous permet à la fois d'avoir des intervenants qui viennent sur des petits formats courts, inspirants, pour inspirer nos étudiants. Et en même temps, en ouvrant ces Jedi à notre écosystème, ça permet à tout le monde d'en profiter gratuitement, ouvertement. Donc, tout le monde est gagné. Donc voilà un peu la raison d'être de ces Jedi. On appelle Jedi, c'est jeudi de l'innovation. Alors Rémi, moi je le connais depuis un petit moment, je le connais depuis, je sais pas, 5-6 ans. On était dans une association d'intelligence artificielle qu'on a montée ensemble. Et il est docteur en intelligence artificielle au départ, il a fait sa thèse sur la vision artificielle appliquée au domaine médical. Et quand il a eu fini sa thèse, il était un des rares chercheurs qui avait à la fois une âme de chercheur, mais aussi une âme de trouveur, c'est-à-dire une âme d'entrepreneur. Et donc, il a monté sa société un peu après sa thèse, même très peu après sa thèse, je crois. Et en se basant en partie sur les résultats de sa thèse, mais pas que, il a monté une très 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 belle boîte, vraiment, qui s'appelle Visual Behavior, qui fait de l'intelligence artificielle, ils sont spécialistes de ça, et qui développe une technologie très originale. Alors peut-être qu'il vous en parlera un peu dans son talk, il en parlera bien mieux que moi, mais c'est une technologie qui a cette spécificité d'être, on a souvent en intelligence artificielle, trop spécialisé. Souvent, on développe des algorithmes d'intelligence artificielle pour résoudre un problème très spécifique. Et alors, Visual Behavior s'intéresse beaucoup à la question de la conduite autonome et de la question de l'intelligence artificielle dans les voitures, mais c'est que le cas industriel qui traite, la technologie qu'ils ont derrière a vocation à être beaucoup plus généraliste et à permettre de tendre doucement vers ce grade de l'intelligence artificielle qui est l'intelligence artificielle générale. Donc, ils font partie de ces pionniers-là et c'est un plaisir de les avoir avec nous. Il va vous parler de l'intelligence artificielle post-donnée. Jusqu'à il y a peu, l'intelligence artificielle, c'était toujours associé à la question de la data. On disait qu'il valait mieux un mauvais algorithme avec beaucoup de données qu'un bon algorithme avec peu de données. Et si ça a été vrai de 2010 à 2020, les choses commencent un petit peu à changer. Et c'est, je crois, ce que Rémi va essayer de vous démontrer. On commence à développer des paradigmes d'intelligence artificielle où la donnée est importante, mais où l'organisation de l'algorithme l'est encore plus. Et sur ce, je te laisse la parole. J'espère que l'introduction n'était pas bourrée d'erreurs. Merci. Je pense que tu as spoilé la moitié de la compte. Est-ce que tout le monde m'entend sans micro? Ouais, super.
Tiens. Je vais pratiquer ma voix portée. Bon, du coup, quand on m'a offert la possibilité de faire cette conf, je me suis demandé de quoi j'allais parler, donc je cherchais un titre le plus pompeux possible. Je pense que je suis pas mal. Voilà. L'idée, c'est que vu que vous êtes très grande chance des innovateurs, ou au moins dans le domaine de l'innovation, j'ai essayé de vous faire un topo de où en est l'IA, mais où elle sera demain, sachant qu'on le verra, c'est très casse-gueule d'essayer de prédire. Mais voilà, donc en gros, je me suis fixé 2 objectifs dans ce discours-là. Le premier, c'est un peu de vous faire comprendre l'IA. Alors, je ne vais pas partir dans la technique trop loin, je vais essayer de me retenir, mais en même temps, vous faire prendre de la hauteur parce que tout le monde en parle en ce moment, c'est le gros sujet, voilà. Mais en fait, l'IA, ça existe depuis longtemps. C'est mieux si ça passe. Yes. Et en fait, la notion d'intelligence artificielle, alors, dans l'idée, je l'ai fait remonter à la Grèce antique, mais en vrai, c'est inhérent à l'espèce humaine. Depuis qu'on a inventé la notion de culture, en fait, l'humain considère que, au tout début, les premières religions, c'était tout a une âme et tout a un esprit et tout a une intention. Voilà, l'animisme, par exemple. Et donc, en fait, on est parti d'un postulat où même les objets pouvaient être intelligents, où on est passé à un entre-deux où on l'était moins et où on disait que l'homme peut fournir faire des actes intelligents à des objets. Et c'est des mythes qui remontent très, très loin. Héphaïstos, qui est l'artisan forgeron de la mythologie grecque, un parfait exemple. Voilà. La mythologie dit que le mont Olympe était peuplé d'automates qui étaient fabriqués par Héphaïstos. Et c'est des choses qui existent dans toutes les religions. Hein. Il y a la notion de golem dans la religion juive, par exemple, ou peu importe. Mais je n'ai pas pour vocation de vous faire un cours d'histoire, donc je vais essayer de passer un peu plus vite. Donc on va se retrouver dans une période plein d'ébullition qui bougeait beaucoup. C'est l'après-Seconde Guerre mondiale. Alors, il y avait 2 camps. Il y a ceux qui ont décidé de dire on va fabriquer une bombe nucléaire et passer le reste de leur vie à envoyer des lettres pour dire que ce n'était pas une bonne idée. Et à côté de ça, il y a un gros mouvement qui est le mouvement de la cybernétique, notamment avec ce monsieur, qui avait pour vocation à imaginer le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et ils se sont à peu près pas trop plantés. Donc l'idée, ils voyaient net les concepts d'informatique, les concepts d'information, de circulation de l'information, et ils ont, à l'époque, c'était très fusionné, la notion de robotique, d'IA, de choses comme ça, voilà, ça portait le nom de cybernétique. Cybernétique, le terme n'est pas du tout resté, à part cyber qui est utilisé de partout, mais sinon le terme en lui-même a été un peu modifié. Pareil, je vais me restreindre, l'IA c'est vaste, il y a plein de sujets. Je vais juste, moi, vous parler des réseaux de neurones, qui est l'IA la plus en vogue en ce moment. Mais pour vous donner une idée, je vais vous donner un peu d'où ça vient. Alors, on remonte dans le temps. Découverte du neurone, 1897. Donc, toute fin du 19e, début 20e, on a découvert qu'il y avait des petits trucs dans le cerveau et que c'était le fait qu'il y en ait plein et qu'ils soient connectés entre eux qui fait qu'il y avait de l'intelligence. Il a fallu attendre 50 ans pour que ce truc-là est très compliqué. Essayez pas de le lire. Des mathématiciens se disent bon, comment on peut simplifier ça pour que ce soit assez simple? Et donc, on a inventé le neurone formel. Donc, le neurone formel, c'est ce truc-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir un neurone qui est connecté aux autres avec plein de systèmes un peu compliqués qu'on appelle des synapses, et de juste se dire ben, en fait, un neurone, c'est juste quelque chose qui a des entrées et une sortie. Donc, potentiellement des entrées qui viennent d'autres neurones et une sortie qui va ailleurs. Voilà. Et on fait des choses très simples avec, on fait des sommes et des additions. Pour pas aller plus loin dans la technique, j'ai décidé d'essayer de vous expliquer l'IA et les réseaux de neurones avec une feuille et un stylo. C'est assez drôle. C'est une nouveauté, je n'ai pas encore essayé. Alors, tu me diras si. Il y a des vrais fondements mathématiques derrière, mais je ne sais pas vous les faire. On ne va pas faire de morpion aujourd'hui. Ça, c'est une feuille basique. On va avoir de l'imagination un tout petit peu. On va se dire que c'est un ensemble de possibilités et où, à chaque endroit, il y a quelque chose. Donc, soit des ronds, soit des croix. Et la question, c'est comment je fais pour être intelligent et résumer l'ensemble des ronds et l'ensemble des croix en 2 régions qui permettent de simplifier les concepts. Parce que, juste pour résumer, l'intelligence, généralement, c'est la capacité à conceptualiser, à résumer des concepts et à les manipuler. Okay ? Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on peut arriver à séparer ces 2 choses? On trace une droite au milieu. Ouais, bravo. Moi, je vais faire un prix, c'est plus fun.
OK. Donc là, vous avez un neurone. Le concept d'un neurone même, c'est ces entrées, vous pouvez considérer que c'est l'endroit où on considère la feuille. Et ce qu'il fait, c'est juste tracer un trait dans l'espace, okay, et dire à droite, c'est des ronds, ou peu importe, et à gauche, c'est des croix. Okay, donc ça, c'est le concept d'un neurone. On va aller un peu plus loin. Est-ce que vous avez une idée de comment faire pour séparer les croix et les ronds avec un trait? Tourne la feuille. Ah, problème extrêmement compliqué. Avec une droite. Voilà. Du coup, ils ont mis à peu près 15 ans à trouver la solution. Alors, je vous prends une feuille, mais à l'époque, ce n'était pas vraiment ça le concept quand même. L'analogie avec la feuille, elle a été trouvée, c'est un vrai papier de recherche qui a été trouvé en 2016 à peu près. Donc, l'idée, c'est de faire un réseau de neurones, c'est de dire, un trait ne suffit pas. Maintenant, si je vous donne la possibilité de faire plusieurs traits, comme on fait, je pense qu'à peu près en 2 traits, les gens arrivent à trouver. Okay. Oui, je suis venu pour faire des travaux manuels. Hein. Ok, donc ça, vous avez le concept d'un réseau de neurones. L'idée, c'est de dire, si je mets plusieurs neurones en parallèle, je peux arriver à tracer des droites comme je veux et à séparer tous les concepts que je veux. Il y a un élément qui est très intéressant avec cet aspect-là, c'est que là, je vous l'ai fait en 2D avec une feuille, mais on peut très bien le faire avec des images. L'espace sera un peu plus compliqué parce que c'est plus une position, c'est dire pour chaque couleur pixel possible. Mais n'empêche qu'il y a toujours possibilité de faire un réseau de neurones, alors ce qu'on appelle à une couche, hein, donc avec juste des neurones mis les uns à côté des autres, et d'arriver à séparer tous les concepts. La raison pour laquelle on arrive à le faire, c'est parce qu'il y a des mathématiciens très intelligents qui ne l'ont pas fait avec une feuille et un papier, qui se sont dit, peu importe le nombre de croix et de ronds que je peux tracer sur cette feuille, il y aura toujours une solution avec... Peu importe le nombre de neurones, je pourrais toujours plier suffisamment de fois et faire suffisamment de traits ou de plis pour séparer tous les concepts. Au pire, il me faudra, ça fait des cases, il me faudra une case par concept, mais j'y arriverai. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on dit, c'est que le réseau de neurones, celui-là, le perceptron, donc 1958, ça a la capacité d'approximer n'importe quelle fonction. Donc dans l'idée, c'est le support de l'intelligence artificielle suprême, parce qu'on peut tout faire avec. C'est ce qu'on appelle l'approximation universelle. Le seul point, c'est que pour arriver à faire ça, avec 2 traits, c'est facile. Je vous l'ai fait, on a réfléchi 2 secondes sur comment faire les traits, mais c'est pas très compliqué. Il a fallu trouver une méthode pour apprendre automatiquement à savoir comment on fait les traits par rapport aux différents concepts. Bon. Il a fallu encore une paire d'années, à peu près 20 ans, pour inventer ce qu'on appelle la backpropagation, donc juste le principe d'apprentissage qui permet de savoir comment on trace les traits. Donc l'IA, c'est un peu lent, hein, les gens ont mis du temps avant de faire. Et donc là, on avait à peu près tout. Ça veut dire qu'on avait le réseau, ce que je vous ai présenté là en disant on sépare les concepts, on avait une manière d'apprendre, et on commence à percevoir la notion de données. Ça veut dire que pour apprendre le réseau, pour arriver à dire est-ce que mon image c'est un chat ou un chien, j'ai besoin de plein d'exemples où en entrée, d'un côté de mon réseau, en entrée, j'ai des images, et en sortie, on m'a déjà dit est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est un chien. Et avec ces couples de bonnes réponses, je peux arriver à faire en sorte que mon réseau apprenne la même chose. L'équivalent sur la feuille, c'est que j'ai dû tracer les ronds et les croix et vous montrer où c'était pour que vous trouviez la solution. Donc on avait tout ce qu'il fallait, ce qu'on appelle, on va prendre un peu de vocabulaire, un modèle, des datas avec l'entrée-sortie et un moyen d'apprendre. Bon, par contre, on est quand même en 1974, entre 58 et 74, juste pour... je ne sais pas non plus, hein, mais je pense qu'il y a pas vraiment de celles qui étaient là. L'informatique, ce n'était pas du tout ce que c'était aujourd'hui. C'était des grosses armoires, mais il y a des mecs qui sont motivés pour faire des grosses armoires capables de traiter des réseaux de neurones. Voilà. Il faut imaginer que l'informatique existait à peine, et en fait, en même temps que l'informatique, les gens étaient déjà en train de faire de l'IA et faire du matériel pour l'IA. Donc je présente le Perceptron Mark I, qui rentre à peu près pas dans cette salle, je pense, et qui avait quand même la capacité de traiter des images qui font 20 pixels par 20 pixels, et de dire ce que c'est. Donc 20 pixels par 20 pixels, je pense qu'on commence déjà à reconnaître un chat, et il avait la capacité de l'apprendre. Donc en fait, on était content, on avait tout ce qu'il nous fallait avec le hardware, et donc
les scientifiques étaient ultra optimistes. Ils étaient en train de se dire, alors, il y a plein de citations, mais il y en a qui disaient, dans 10 ans, on atteindra l'intelligence humaine. Dans 20 ans, tous les métiers qui sont faits par des humains aujourd'hui seront remplacés par des machines et par de l'IA. Voilà. Si ça vous rappelle quelque chose dans l'actualité, c'est normal. Ça va être un running gag. Et donc, tout va bien. Voilà, l'avenir est radieux. On a la méthode, le matériel, tout va passer. Bon, il s'est passé un petit truc, quand même, qu'ils avaient négligé. C'est que, OK, ils arrivaient à mettre un réseau de neurones dans une machine, mais en fait, c'était pas du tout capable de gérer les réseaux de neurones suffisamment grands pour traiter les problèmes. Et de deux, on est avant l'informatique, on est avant Internet. Il n'y a pas Instagram, il n'y a pas Facebook. Les datas, ça n'existe pas. Hein. On parle d'images de chats. Celle que je vous ai montrée, c'est parce que quelqu'un a pris des photos. À l'époque, quand quelqu'un prenait une photo, c'était une pellicule. Donc en fait, il manquait deux choses fondamentales. C'était des datas et du matériel puissant. Donc pendant à peu près 20 ans, si vous citiez le mot intelligence artificielle et réseau de neurones, c'était impossible d'avoir une bourse de recherche. En gros, ça a été tellement survendu, et encore une fois, pas de comparaison avec l'actualité, ça a été tellement survendu aux industriels que plus personne ne voulait en entendre parler et plus personne n'avait de budget. Voilà. C'est vraiment ce qu'on a appelé l'hiver de l'IA. Il y en a eu plusieurs, mais celui-là est le plus gros. Et après, il a fallu attendre un peu plus tard. Voilà, Cocorico, c'est français. 98, pour que Yann Lequin fasse le premier réseau de neurones qui soit capable de faire une application réelle. La première application qu'il avait, c'était faire la reconnaissance de caractères, et c'était utilisé dans la poste, aux États-Unis pour faire de la reconnaissance d'adresse, plus précisément de code postal. Je crois au début, c'était que les chiffres. La raison pour laquelle on a dû attendre aussi longtemps, c'est qu'on ne va pas remercier les mathématiques. C'est que si je vous prends cet exemple-là, en fait, le mec qui a dit le perceptron, c'est le système parfait qui résout tous les problèmes, il avait juste oublié de mentionner un petit truc. C'est qu'en fait, dans son théorème, il ne dit pas le nombre de neurones qu'il faut pour résoudre le problème. Donc en gros, il y a des problèmes qui sont... Ça, c'est un problème simple. On a 2 neurones, on fait 2 traits, on a résolu le problème. Mais vous imaginez bien que pour reconnaître des choses complexes, si on parle de voiture autonome ou autre, il faut des millions et des millions de neurones. Et le problème, c'est qu'avec cette forme-là, quand vous essayez de séparer des concepts, en fait, quand vous tracez un nouveau trait, quand vous ajoutez un neurone, vous pouvez séparer pas beaucoup de nouveaux concepts. Donc ça veut dire que si vous avez un problème très compliqué où il y a beaucoup de concepts à séparer, il va vous falloir des réseaux de taille monstrueuse. Du coup, dernier exemple avec une feuille de papier, est-ce que vous avez une idée d'une façon de créer plus de régions, hein, donc de zones qui sont séparées par des traits, en faisant un minimum de plis? Est-ce que vous avez un moyen, par exemple, si on se donne 10 plis, de faire plus que le nombre de zones que je fais avec ce process-là, de dire je plie dans un sens, je plie dans l'autre, etc. Tu la replies sur le... C'est la superposition, la plie et la replie sur la ligne. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas faire forme de croix parce que là, pour le coup, c'est encore plus compliqué de savoir comment il faut faire les traits. Mais si je laisse plier, en gros, et que je le fais un certain nombre de fois, on ne va pas tomber sur le blague de combien il faut faire de plis pour arriver avant de plus arriver à le faire. Mais en fait, en pas beaucoup de plis, je pense que là, du coup, j'en ai fait 7. Je sais plus ce que c'est, la limite officielle. 6. Waouh. En fait, j'ai fait beaucoup plus de zones que si j'avais fait mes plis un par un. Et ça, en gros, il a fallu 25 ans pour se dire je vais arrêter de faire des réseaux de neurones à une couche, donc les uns en parallèle des autres, mais au contraire, je vais les faire les uns après les autres. Entendu, je ne vais pas déplier en deux. Voilà. Donc c'est ce qui est représenté là. Alors, ce n'est plus des neurones parce qu'on a changé un peu de formalisme, mais l'idée, c'est de dire j'en fais, puis j'en fais, puis j'en fais, et puis après, j'ai ma sortie. Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle le deep learning, pour ceux qui ont déjà entendu le terme. Deep, c'est profond, c'est juste parce qu'avant, on parlait de réseau large, et maintenant, on parle de réseau profond. Voilà. S'il vous plaît, s'il y a des meufs qui peuvent faire de l'IA, parce que les mecs sont un peu... voilà. Donc, début des années 2000, maintenant on commence à avoir la bonne recette. On a Internet pour avoir des datas monstrueux. On a des algorithmes d'apprentissage qui fonctionnent avec les réseaux profonds que j'ai décrits. On a enfin de la puissance de calcul parce que la loi de Moore est passée par là et qu'on a inventé les transistors, ce qui est pas mal quand même. Et on a des modèles, ces fameux modèles profonds, qui permettent de trouver des solutions. Donc tout va bien. Les GAFA passent par là.
ce qu'on se rend compte assez rapidement, c'est que la puissance de calcul, si vous avez de la thune, ça résout le problème. Reste un problème, c'est les données. Il faut des données annotées. Donc vient toute la période, entre autres, du gros siphonnage de données, on est encore dedans, hein, où l'idée c'est de capturer des tonnes et des tonnes de data pour arriver à faire des bases de données pour apprendre. Il y a eu plein de hacks, parce qu'il y a plein de boîtes qui se sont construites là-dedans. Je ne vais pas faire un résumé complet de tout ce qui se passe, mais dans l'idée, quand vous remplissez un CAPTCHA où il vous demande où est-ce qu'est le feu rouge sur les images, sachez que vous complétez des bases de données pour des mecs qui font du deep learning. Voilà. C'est une solution. En fait, le principe, c'est que vu que les machines ne sont pas encore capables de trouver cette réponse-là, ça vérifie que c'est un humain, et en échange, eux, ils ont une image où vous avez dit là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça. Voilà. Ça a été déployé à une échelle monstrueuse. Hein. Enfin, c'est Google qui a fait ça. Et donc, on a commencé à avoir des millions d'images. On est passé au-delà, parce qu'avec des mecs qui annotent à la main, ça commence à être chiant. Donc, on est passé à l'étape Instagram. Hein. Merci tous vos hashtags, parce que vous êtes en train d'annoter des images gratuitement sur Instagram. Donc, en fait, on est passé avec des bases de données qui sont énormes et des puissances de calcul. Voilà. Il suffit d'allonger un ticket, les GAFA arrivent à le faire, on arrive. Donc, encore une fois, le monde est beau, ça avance. Là, on est à peu près 2008-2010. Les investissements dans l'IA sont monstrueux. Si vous avez une startup dans l'IA, c'est magnifique, tout se passe bien. Et voilà. Le problème, c'est que, en fait, il y a plein de problèmes qui résistent encore à l'IA. Vous avez beau avoir beaucoup de data, soit il y a des problèmes où avoir des data, c'est compliqué, soit il y a des problèmes où même avec toutes les datas du monde que vous pouvez collecter, et on parle des GAFA qui collectent, hein, donc c'est pas vous ou moi dans un coin, il y a des problèmes qui résistent encore à cette approche-là. Et donc, on a eu de la chance, pour le coup, on n'a pas eu un hiver de l'IA, parce qu'il y avait déjà des applications industrielles avec les bouts de modèles qui étaient hors ces problèmes-là. Mais ça a quand même été une zone de friction, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le coût pour acquérir de la data était exponentiel, et officiellement 8 milliards d'êtres humains sur Terre n'étaient même pas suffisants pour en générer assez. Donc, il fallait trouver d'autres méthodes. Donc, c'est là où j'arrête mon cours d'histoire, on va dire, et c'est là où je vais essayer de Je ne vais pas vous prédire le futur, parce que les gens passent leur temps à se foirer. Hein. Ça fait 20 ans qu'on ait dit que la voiture autonome, c'est pendant 2 ans. Je ne vais pas me mettre dans la liste des gens qui ont échoué à prédire le futur. Je vais juste vous partager ce qui se passe en ce moment, et on va essayer ensemble de se faire une intuition de comment ça peut se passer et pourquoi ça a tendance à aller dans une certaine direction. Petit prémisse, parce que je vous ai un peu approximé avant. Quand on parle de data nécessaire, c'est bien des données annotées qu'il faut. C'est ça le Graal. Hein. Si vous avez une photo, ça ne suffit pas, il vous faut une photo d'un côté et dire qu'est-ce qu'il y a dedans ou peu importe ce qu'il y a en face. Quoi. C'est pour ça que il y a des hashtags sur Insta, entre autres. Mais quand même pas mal. Donc en gros, tout le but, c'est d'aller voir comment on fait pour résoudre ce problème-là. Et il s'est passé un autre truc différent, ce que vous avez dû constater avant, c'est que je vous disais qu'au début, il y a des théorèmes mathématiques qui étaient là et qui ont créé un peu l'hiver de l'IA parce qu'ils ont contraint à la manière de penser. Dommage pour des gens qui sont censés innover. À partir de ce moment-là, c'est devenu une science expérimentale et c'est assez rare que ce soit dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on n'est pas allé de la pratique vers la théorie. Pour le coup, c'est qu'on avait une théorie assez forte et on a dû mettre un coup de pied dedans pour s'autoriser à faire des pratiques qui théoriquement n'avaient pas trop de sens et n'étaient pas nécessaires pour arriver à faire des vraies choses. Et en fait, on se rend compte que depuis à peu près 10 ans, c'est assez monstrueux le mouvement qui se passe vers justement ce truc où on fait c'est très boîte noire et puis ça fonctionne tout seul, il faut juste de la data et brancher, c'est fini, on se dirige de plus en plus vers de l'artisanat où on met les mains dedans pour arriver à trouver. Donc en gros, avant on avait un modèle universel, on pensait avoir résolu le problème, après on s'est dit non en fait c'est un modèle plus compliqué, il faut juste qu'il soit plus profond pour résoudre le problème. Donc le deep learning, la question c'est où est-ce qu'on va après? Alors clairement, là, on est retourné dans la créativité, il y a eu plein d'idées différentes. Mon objectif, c'est de vous en présenter 3. Voilà, on pourra en discuter après si vous avez des questions, mais je pense que c'est un bon moyen de vous donner un peu une idée de comment ça s'est passé. Le premier, j'aimerais vous parler, c'est AlphaGo. Donc tout le monde, j'espère, connaît le jeu de Go. Voilà, le jeu ou pas.
pendant très longtemps, le Go, ça a été le jeu où, encore une fois, les scientifiques et les gens ont dit c'est un jeu qui est trop compliqué pour des raisons de règles de jeu. La complexité est tellement élevée qu'une IA n'arrivera jamais à résoudre le problème du jeu de Go. C'est pas possible. Autant les échecs, on se rappelle pour la plupart de Deep Blue et toutes ces avancées-là, donc on y arriver. Par contre, le Go, c'est pas comme les échecs, c'est trop compliqué. Bon, je crois que c'était 2014, on a trouvé une façon de faire une IA qui bat les meilleurs, les maîtres de jeux de Go. Dommage pour ceux qui ont fait les prédictions. La méthode qu'on a fait, c'est qu'il nous fallait des datas. On est encore dans une mode de réflexion où il nous faut énormément de data. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des sites de jeux en ligne et on a récupéré toutes les parties qui ont été jouées au Go. Okay. Et on est allé un peu justement dans la complexité. On n'a pas entraîné qu'un seul réseau, on en a entraîné 2. Je ne vais pas vous faire le détail, mais il y en a un qui a pour but de dire, sachant un plateau de jeux donné, quel est le prochain meilleur coup à jouer. Voilà. Il a juste pour but d'apprendre ce truc-là, et il voit des centaines de coups de personnes, et il essaie de prédire, pour les bons joueurs, qu'est-ce qu'il va jouer. Et le deuxième réseau, il a juste pour but de dire, pour un plateau de jeux donné, est-ce qu'il y a des chances que je gagne ou que je perde? En gros, quelle est la valeur du plateau pour moi? Est-ce qu'il m'est plutôt favorable ou est-ce qu'il m'est plutôt défavorable? Donc déjà, on est allé dans la complexité sur la partie modèle, parce qu'on n'a plus un réseau, on en a 2, sachant que les 2 sont des réseaux de deep learning. Mais le dernier hack qu'ils ont trouvé, c'est que même avec toutes les parties qu'il y avait, même avec ces 2 réseaux, après pour jouer avec ces 2 réseaux, ça on sait faire, c'est de la théorie qui date d'un bout de temps. Mais même en faisant ça, on n'arrivait pas à battre les joueurs de Go. Et c'est entre autres pour ça que les gens disaient, de toute façon, on n'y arrivera jamais. En fait, la méthode qu'ils ont trouvée, c'est de faire jouer juste la machine contre elle-même. Parce qu'en fait, la faire jouer contre des humains, c'était peut-être trop long, même si vous pouvez le brancher à un site de jeu, c'était limité. Et en fait, si vous faites jouer contre elle-même, elle peut jouer très vite toute seule, voilà, dans son coin. On a des data centers entiers qui jouent au Go, c'est cool. Et en faisant ça, on a réussi à faire une machine qui bat les... Au début, je crois que ça, je ne me rappelle plus du score qu'il y avait eu, c'était un 3-1, un truc comme ça. Et en fait, on a réussi à faire une IA, une machine qui bat les meilleurs joueurs de Go, sachant qu'en plus, elle a fait preuve d'une créativité. Il y a un moment qu'elle a joué, tous les présentateurs qui sont experts ont dit « mais ça, ce truc, c'est nul, de toute façon, elle va perdre, c'était loupé ». Et en fait, elle a gagné à la fin, et il y a encore des mecs qui réfléchissent dessus sur pourquoi c'était un bon coup à jouer. Voilà. Donc, petite preuve de créativité. En fait, ce qui est important dans cette étape-là, c'était la fin, on est d'accord, hein, parce que ça, c'est les datas, on est content, on a trouvé des modèles, mais on ne gagne toujours pas. En fait, c'est vraiment le fait de l'avoir fait jouer contre elle-même qui fait qu'on arrive à dépasser les meilleurs humains. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, du coup, de cette étape-là, on pouvait garder que celle-ci. Et ça, c'est une nouvelle version d'AlphaGo, c'est AlphaGo 0. Bon, bah, vous jetez les données, vous jetez toute la partie pré-apprentissage, et vous faites juste jouer une IA contre elle-même. Donc au début, elle va être nulle, mais juste parce que vous lui avez donné la manière de se noter elle-même, elle va pouvoir s'améliorer et devenir meilleure. Et ce qui se passe, c'est que quand ils l'ont donné à l'entraînement, en gros, elle a mis beaucoup moins de temps à apprendre et elle a beaucoup mieux appris. Donc en gros, en 36 heures d'entraînement, elle avait battu son ancienne version, qui était d'ailleurs le meilleur joueur de Go humain et non humain officiel. Et après, assez rapidement, elle a dépassé largement la compétence qu'on avait au Go, au point que en fait, sur 100 parties, il n'y avait plus aucune victoire des humains. C'était fini, quoi. Voilà. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que AlphaGo 0, sachant qu'il n'a pas vu le Go, ils ont même fait une version où il n'y a plus les règles du Go. En gros, elle avait le droit de faire des mouvements illégaux. C'est juste qu'on lui disait que c'était un peu nul comme mouvement. L'avantage de ça, c'est que ça veut dire que vous avez une IA qui en fait est plus spécialisée pour le Go. Il n'y a plus rien de Go, il n'y a pas des données qui viennent de jeux de Go, et ni les règles du jeu de Go. En fait, ils ont pris cette IA, ils l'ont appliquée à des jeux vidéo aussi improbables que StarCraft 2 ou autre, et en fait, ça marche aussi bien. Donc, c'est un premier exemple où le fait de se passer de data, ça a amélioré les performances. On ne s'est plus limité à ce qu'on pouvait faire avec les data, mais surtout, on est allé vers le beaucoup plus universel et applicable à autre chose. Alors, on est encore loin de quelque chose qui peut s'adapter. Il faut une notion de plateau, il faut, voilà, donc ça reste quelque chose qui joue à des jeux, mais on commence à se détacher. Voilà. Ça, c'est le premier exemple. C'est un peu le plus vieux qu'il y ait eu. Donc, c'est 2014. Donc, c'est un peu tout récent par rapport à l'historique de l'IA que je vous ai fait. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'était le NLP. Parce que, qui connaît le terme NLP déjà dans la salle? Il y en a plus que ce que je pensais.
Le NLP, c'est le traitement naturel du langage. C'est toutes les tâches où il faut que la machine comprenne ce que vous avez écrit pour faire quelque chose. Okay. L'exemple le plus classique, c'est Google Traduction. C'est la tâche la plus connue, on va dire, de traitement du langage. C'est de dire, j'ai besoin de pouvoir traduire mon texte, donc je filme une phrase et je traduis. Alors, je ne sais pas si quelqu'un utilisait Google Trad avant 2010, à l'époque où c'était en bêta, ça se voyait de loin. Et bien en fait, à l'époque, Google Translate était toujours la même idée, il faut un modèle, c'est là. Par contre, il faut des datas, et donc en fait, les datas qu'on avait, c'était... les gens qui essayent de traduire en ligne connaissent sûrement cette interface-là. En fait, il y a plein soit de textes de loi, soit de livres qui ont été traduits en différentes langues. Donc ça fait qu'on a un peu l'équivalence d'une langue vers une autre langue. Donc c'est bon, on a notre entrée du réseau et notre sortie du réseau. On peut apprendre au réseau à traduire en disant, bah voilà, tu as vu ça en entrée, il y a ça en sortie, apprends à traduire ce truc-là. Voilà. Bon, ben, on connaît le résultat, ça marchait à peu près, ça arrivait à peu près à trouver des mots, construire des phrases, ça devenait compliqué. Mais voilà. Alors que les bases de données sont vraiment immenses. Hein. Vous imaginez le nombre de livres qui ont été édités et traduits dans différentes langues, c'est assez monstrueux. En fait, le gap qui fait que maintenant on a des modèles de langage beaucoup plus évolués, c'est ce qu'on appelle les large language models. C'est Google qui l'a fait, évidemment, parce qu'ils pouvaient les pousser de Google Translate. Mais on va citer aussi GPT-3, c'est OpenAI, donc c'est les mêmes qui ont fait AlphaGo. Ils ont tendance à vouloir un peu répliquer ce qu'ils font. L'idée, c'est toujours pareil, c'est de se dire comment je me libère des données, parce qu'en fait, finalement, des sets de données où j'ai les 2 phrases traduites, c'est quand même assez limité, pour pouvoir apprendre beaucoup plus large. Alors, juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on entend par beaucoup plus large, ben, en fait, si vous pouvez apprendre Wikipédia en entier et puis toutes les librairies du monde qui ont été numérisées, ce serait pas mal. Et là, on pourrait commencer à avoir quelque chose qui comprend à peu près les textes. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. On a complètement, pour le coup, changé la manière d'apprendre. Avant, je vous disais, il y a une entrée et une sortie. Là, la solution qu'ils ont trouvée, ils ont modifié l'architecture, déjà, de ce qu'on appelle le modèle. Pour en parler, c'est pas le plus important. Mais surtout, en fait, ils ont changé la tâche. Et la tâche, c'est quelque chose de vraiment très, très compliqué à comprendre. C'est juste que vous lui donnez une phrase, vous montrez, ou quelques mots, voilà. Et à la fin, vous vous arrêtez, vous coupez, ou vous lui demandez de prédire le mot d'après. Voilà. C'est extrêmement compliqué. Je pense que ça prend 3 lignes à coder. Et en fait, si je vous dis je mange une et que vous devez prédire quel mot probable il y a après, vous avez besoin de comprendre énormément de choses. En fait, vous devez déjà, c'est forcément un nom ou un adjectif. On va dire que c'est forcément un nom s'il n'y a qu'un seul mot qui reste dans la phrase. Et si possible pour vous et pour moi, si ça pouvait être quelque chose de comestible, donc un aliment qui se mange, ça serait encore mieux. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle comprenne la grammaire. Donc, ça veut dire donc, la notion de verbe, de sujet et de complément, par exemple. Et il faut aussi qu'elle comprenne la notion des différents types de mots qui existent, des différents types de noms, de la classification, etc. Et ça, uniquement en lui faisant prédire le mot d'après. Il y a une autre chose qu'elle apprend, et c'est pour ça que là, il a fallu des modèles qui sont énormes, c'est pour ça qu'on dit large. En vrai, il faut vraiment des data centers entiers, encore une fois, pour les apprendre. C'est que si je vous dis Napoléon est né en, à compléter, d'une, ok, vous allez comprendre qu'il faut une date, c'est possible, un truc temporel du moins, mais par contre, pour avoir la date exacte, c'est plus compliqué. Et en fait, ils se sont rendus compte que si on apprenait assez ces modèles et qu'on les faisait assez gros et qu'on apprenait assez longtemps, il arrivait à absorber complètement l'intégralité d'Internet et qu'il était capable réellement de répondre, de compléter le Napoléon est né en. Voilà, donc en fait, ça veut dire qu'on a mis à peu près la connaissance entière d'Internet dans un modèle. Le problème, c'est que ça ne sert pas à grand-chose juste de compléter des phrases. C'est pas comme ça qu'on discute avec une machine. Et donc, en fait, il a fallu trouver une solution pour adapter ce modèle de langage qui comprenait exactement le langage, les différents types de mots, etc., pour qu'il soit utile. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle du fine-tune. Donc, c'est le petit retour des données. C'est de se dire, finalement, si j'ai besoin de répondre à des questions, il faut quand même que je lui donne, une fois qu'il a tout compris, la grammaire, qu'il a toutes les connaissances, il faut quand même que je lui donne quelques exemples de couple question-réponse pour qu'il comprenne la notion de ça c'est une question, ça c'est une réponse. Et me dire, voilà, quand est-ce que, voilà, le quand, ça veut dire qu'il va falloir donner une réponse temporelle, etc. Ce qui est très fort avec ça, c'est qu'il sera capable de répondre à la question quand est-ce qu'est né Napoléon. Voilà, il est né en, je vous laisse compléter, je ne connais pas la réponse. Sans avoir eu ce couple-là. Ça veut dire qu'il a juste dû apprendre
la notion de question et de réponse, mais il n'a pas dû avoir autant de données qu'on avait au début. Et en fait, c'est ça le compromis qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a toujours besoin un peu de data, mais beaucoup moins qu'avant parce qu'on a le cœur du système, c'est des modèles qui ont appris tout seuls, ou du moins sans données annotées. Genre, il faut des données, hein. Wikipédia et tous les livres du monde, c'est quelques données quand même. Mais par contre, c'est beaucoup moins d'efforts humains parce qu'il n'y a pas besoin de tout annoter à la main. On a numérisé automatiquement, on a profité que les gens tapaient sur remplissaient Wikipédia et remplissaient des forums, et voilà, pour avoir assez de données. L'avantage de ça, c'est que avant, si je reviens 2 secondes, le modèle que vous aviez entraîné pour traduire avec des données de traduction, il faisait un traducteur, point barre. L'avantage de faire des données, un modèle de langage, pardon, c'est qu'il comprend le langage en entier. Et donc, il peut s'adapter à n'importe quoi. Je vous ai donné l'exemple de questions-réponses, mais en fait, des applications de où est-ce qu'on a envie d'appliquer le NLP et le traitement du langage, on a plein. Les chatbots en font partie, la traduction en fait partie, faire des résumés automatiques, faire de la modération, voilà. Et l'avantage, c'est que vous avez entraîné qu'un seul modèle de langage, qui est énorme, quelques millions à entraîner, il ne faut pas se planter quand vous le faites. Mais par contre, après, les applications, elles sont multiples et vous n'avez pas besoin de recommencer à chaque fois. Et c'est bon, il a compris et vous passez à autre chose. Voilà. Donc ça, c'est le gros sujet du moment. OpenAI a sorti son modèle qui s'appelle GPT-3, a été racheté 1 milliard par Microsoft, je crois, quelque chose comme ça. Donc on sent que c'est un gros sujet et ça commence, en fait, vous vous en rendez pas compte, mais ça commence à arriver. Les chatbots avec qui vous discutez, si jamais vous le faites, commencent à arriver. Les recherches Google commencent à avoir des suggestions qui sont issues de ces modèles-là. Et en fait, c'est en train de se répandre un peu partout. Et c'est vraiment en train de s'industrialiser. Donc ça, c'était le deuxième exemple. Donc on a vu un premier exemple dans le jeu, deuxième exemple dans le langage. Donc on voit que c'est vraiment divers, mais que les domaines sont assez différents pour le moment. Et là, je vais juste vous présenter le dernier sujet. Alors, je vais vous parler de DALL-E 2. C'est ce qu'on appelle des modèles génératifs. Donc c'est des modèles qui sont capables de créer des images. Alors vous avez peut-être entendu des news à ce propos-là. C'est vraiment un topic. Dans la Silicon Valley, les gens ne jurent que par ça. C'est monstrueux, les investissements qui sont faits en ce moment. La force, c'est de... En fait, c'est pas très loin des modèles de langage. C'est pour ça que je voulais faire en sorte là. C'est juste qu'au lieu d'avoir du langage qui comprend du langage, en fait, on a réussi à lier le texte et l'image. Voilà. Donc, on n'est plus restreint au langage. On a réussi à faire des ponts entre la notion de texte et la notion d'image. Et de la même façon, ça veut dire que vous pouvez écrire du texte et que ça génère une image en face. Voilà. Donc, il y a à peu près la moitié des créatifs du monde qui sont en sueur et l'autre moitié qui se disent j'ai un super outil. Voilà, ça, on verra l'arbitrage de comment ça se passe. Mais voilà, donc l'image que j'avais au tout début, ça venait de là. Et la description, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était vraiment un astronaute sur un cheval sur la Lune, quoi. Enfin, voilà, et ça a généré cette image assez précise quand même. Et je pense qu'il aura fallu quelques temps à un artiste pour le faire. Mais ce qui est intéressant avec DALL-E 2, et ce sur quoi je voulais aller d'abord, c'est que on est allé encore plus loin tout à l'heure je parlais d'artisanat, dans la manière de faire des modèles. Avant, on avait dit, j'ai un modèle de deep learning, j'en mets 2 en parallèle. Là, on va encore plus loin. Alors, il y a 2 étapes pour vous l'expliquer. La première étape, je vais remonter un peu. Les premiers modèles génératifs, c'est ce qu'on appelle des GAN, donc c'est des réseaux adversariales. Je ne sais pas comment on dit en français d'ailleurs. Réseau adversaire. Antagoniste. Antagoniste, c'est ça vraiment. Les gens adorent traduire. Là, l'idée, c'est de dire j'ai 2 réseaux, mais il va falloir commencer à les brancher bizarrement et à leur apprendre bizarrement. L'idée, c'est que j'ai un premier réseau qui génère des images. Le problème, c'est qu'il faut arriver à trouver une façon. Une fois qu'on a une image qui est générée, il faut lui apprendre. Donc, il faut arriver à lui dire est-ce que c'est une bonne image que tu as générée ou est-ce que c'est une image nulle? Parce que si jamais vous lui demandez au hasard de générer une image, il y a de grandes chances que ça ressemble à rien. Pour ceux qui sont assez vieux, les télécathodiques, la neige qu'il y avait au début, c'est ça, des images aléatoires. Donc, ce réseau, OK, il génère des images, mais il ne résout pas le problème. Comment on fait? En fait, on prend des images de la vie réelle. Encore une fois, il faut des datas. Par contre, on n'a pas besoin de notation. Et on va mettre un deuxième réseau qui, lui, a pour but de discriminer et d'arriver à trouver est-ce que c'est une vraie image qui vient de ma base de données d'images? Parce que, encore une fois, merci Instagram, j'ai récupéré toutes les images d'Instagram. À l'époque, c'était Flickr, d'ailleurs. Est-ce que ce qu'on m'a mis en entrée du réseau, c'est une image réelle? Ou au contraire, est-ce que c'est une image générée? Au début, ça ne va pas être très compliqué, vu que lui, il est tout nul. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 2 en compétition. C'est-à-dire que lui,
va essayer de distinguer les images que lui génère, et à l'inverse, le générateur va essayer de trouver les images à générer qui font que lui se trompe. Okay, donc en fait, on fait se combattre les deux entre guillemets. Donc encore une fois, c'est pas comme tout à l'heure avec AlphaGo où on a mis deux IA qui se combattent l'une l'autre. Là, c'est un même réseau, mais c'est juste la manière d'apprendre où on a branché les fils un peu bizarrement. Et à partir de là, on a créé un super détecteur de fausses photos. Voilà. Généralement, celui-là, on le jette, on s'en sert pas. Mais par contre, on a créé un générateur qui fait des super photos. Donc ça, c'était à peu près il y a 8 ans. Ça faisait des photos sympas. Par contre, typiquement, ça ne le dérangeait pas de faire des photos de tête avec les deux yeux qui partaient complètement comme ça, ou les oreilles qui ne correspondent pas. Enfin, voilà. Donc ça, c'était les prémices de l'IA génératif. On voit qu'on commence à descendre dans les modèles. DALL-E 2, c'est pareil, mais un tout petit peu plus compliqué. Je ne vais pas vous faire le descriptif, mais on commence vraiment à être dans la haute couture. Donc c'est vraiment... Donc ça, c'est un réseau. Ça, c'est un réseau un peu bizarre. Ça, c'est un réseau. Ça, c'est un bout de réseau. Ça aussi. Ça aussi. Ça, c'est une manière de l'apprendre. Ça aussi. Enfin, voilà. Donc en gros, il y a... C'est l'exemple le plus poussé, je pense, qu'on a actuellement, public, où on commence à avoir des gens qui passent beaucoup de temps à réfléchir à comment faire le meilleur branchement de réseau, comment les assembler, comment faire en plus que chacun de ces sous-réseaux apprenne. Voilà. Et génère des images. Et par contre, les images que ça génère, c'est complètement fabuleux. Mais par contre, on a mis énormément, le terme, c'est ce qu'on appelle du biais inductif. Donc c'est de la connaissance humaine, qui peut pour le coup énormément de créativité humaine, de dire comment je fais pour structurer mon problème pour qu'il arrive à générer des images qui soient photoréalistes à partir de texte. Sachant que, faut pas oublier, mais 60 ans avant, il y avait quand même des mecs qui avaient dit de toute façon, on a un réseau de base là où vous mettez juste des neurones les uns à côté des autres, ça marche. Ça veut dire que théoriquement, si je remplace tout ça par le réseau de base du début avec juste des neurones en parallèle, il est censé y arriver. Hein. Voilà. Je vais pas essayer, mais c'est l'idée. Du coup, ça, typiquement, c'est un réseau qui est capable de générer. Donc, vous tapez du texte et ça génère des images. L'avantage, c'est que pour arriver à générer des images qui se tiennent, donc typiquement que les deux yeux soient comme il faut, qu'il n'y ait pas de trucs bizarres qui, nous, en tant qu'humains, nous choquent, ça veut dire que dans cette ingénierie-là, on a dû lui restreindre énormément le type de concept qu'il peut avoir. Donc, en fait, il a appris les différents objets qui existent dans le monde, il a appris à quoi ressemble un humain, par quoi il est composé, donc c'est la nature un peu compositionnelle de l'homme avec les différentes parties, des sous-parties, des sous-parties, enfin, la nature est faite comme ça. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, il a dû comprendre beaucoup plus grand que juste faire du texte ou image. Ça veut dire que pour arriver à faire cette tâche-là, il a modélisé le monde, il a compris comment faire des images de manière beaucoup plus subtile. Et donc, typiquement, on peut l'appliquer pour compléter des images. Parce qu'en fait, il a juste un bout d'image, il va essayer de compléter. Donc, si on part d'un tableau et qu'on lui demande de compléter, il peut faire plein de propositions. Donc, ce que vous voyez quand ça flash au début, c'est qu'il fait différentes propositions et quand on est satisfait, on s'arrête de le faire. Ça, typiquement, un GAN aurait beaucoup de mal à le faire de manière réaliste. Et encore une fois, c'est parce qu'on a pris du recul sur le problème et qu'on a réussi à trouver une solution pour théoriser le problème de manière beaucoup plus large qu'on a réussi à faire quelque chose qui est transférable à beaucoup plus de cas. Si vous voulez 2-3 exemples un peu fun. Donc là, par exemple, c'est assez frappant, c'est qu'il a même dû apprendre la notion de profondeur champ, la notion de reflet. Si vous regardez les deux reflets des lunettes, les reflets sont consistants. Ça veut dire qu'en générant cette image, il a dû comprendre qu'il fallait avoir en tête une autre image qui est le reflet dans les lunettes et que les deux reflets dans les lunettes soient consistants. Celle-là, c'est pareil. Il aime beaucoup les réflexions. Je pense que ça a été compliqué pour le réseau de les apprendre. Alors, il y a une grosse partie du réseau qui doit être fait pour ça, qui doit stimuler quand il n'en fait pas. Mais voilà, donc ça, c'est le dernier exemple d'IA. Comme je vous l'avais dit, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Je pense qu'au-delà de ces 3 exemples-là, j'en ai pas trop d'autres en tête de ce qui se passe, mais c'est un peu les premiers où il se passe de data à noter. Et en fait, ce qu'on voit à chaque fois, ce qui est réplicable à chaque fois, c'est qu'à chaque fois qu'on sort du paradigme qui a été dit comme étant le bon il y a 60 ans, avec les gens aussi sûrs d'eux qui pouvaient, de dire j'ai un problème précis, j'ai des images, j'ai des datas d'entrée et de sortie et j'apprends et voilà. En fait, on se rend compte que c'est la solution pour faire des choses qui sont transférables à d'autres. Voilà. Si on réfléchit maintenant
ce que ça veut dire pour nous, c'est assez étrange. Ça veut dire que, pour le coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une science qui a commencé en étant très théorique et qui, à la fin, a été super pratique. Mais au-delà d'être pratique en labo, on va dire, elle a été pratique, on est quasiment sur de l'artisanat. Le DALL-E 2 que je vous ai présenté, le réseau qu'il y a, c'est de l'horlogerie d'art, quoi, quand vous le faites. Voilà. Il y a un savoir-faire monstrueux, chaque sous-partie, il y a une connaissance à avoir là-dessus. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que on pensait au début avoir résolu beaucoup de problèmes en disant qu'il faut juste de la data, donc Internet c'est parfait, et il faut juste des gros processeurs, et donc c'est suffisant. Et en fait, on s'est rendu compte que l'humain reprenait de la place petit à petit. Il a fallu un humain pour inventer le deep learning et dire le théorème mathématique c'est bien, mais il faut aller plus loin. Il a fallu plein d'humains pour arriver à créer ces modèles qui ont commencé à gagner au Go, qui ont commencé à générer des images ou à comprendre le texte. Et même si l'IA, ça paraît très artificiel, comme son nom le dit, en fait, on se dirige dans une direction où il y a plus en plus d'humains dedans. Voilà. Et ça ne suffit pas d'avoir juste des humains qui annotent bêtement à la chaîne. On a besoin de gens créatifs qui, d'une, créent les réseaux et les apprennent, mais aussi dans les usages. C'est la grosse différence, c'est qu'un réseau comme ça, il a fallu l'entraîner et imaginer une façon de l'entraîner, mais il a fallu une façon de l'utiliser. Parce qu'en fait, ces réseaux-là sont plus restreints à leur cas. Le cas où, par exemple, je complète le tableau, en fait, il a fallu l'imaginer et le faire, ce cas-là. Le réseau, on avait la capacité, mais il commence à y avoir une étape où on a envie de savoir comment on a envie d'exploiter ce réseau et comment on peut l'appliquer. Du coup, je vais m'arrêter là, parce qu'on est vraiment là, c'est le présent. Je ne vais pas faire le futur. Je vais partager les 3 cas qui, à mon sens, donnent assez d'insights sur savoir où on va. Par contre, il y a un truc, c'est que c'est littéralement le Far West. En gros, tous ceux qui pensent savoir et qui font des prédictions, ça fait 60 ans qu'ils se plantent. Tous ceux qui imaginent les usages et font le business avec se plantent. Il y a 5 ans, tout le monde disait qu'il faut absolument des siphons à data. On est en train de se rendre compte que les meilleurs modèles et ceux qui révolutionnent le monde sont ceux qui n'en ont pas. Donc en gros, il y a tout à faire. Personne ne sait comment ça fonctionne. Personne ne sait quels seront les usages de demain. Mais par contre, il y a des outils à créer. C'était ma petite conclusion de si vous êtes des innovateurs dans l'âme. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire et passez pas trop de temps à écouter les news et à vous ancrer l'esprit sur ce que les gens racontent depuis 5 ans sur ça va être comme ça, ça va être comme si. En vrai, personne ne sait rien. Ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'on aura des voitures autonomes, donc c'est toujours pas. Et les gens se plantent de manière consistante. S'il y a un truc qu'on est sûr, c'est que les gens qui prédisent se plantent. Voilà, c'est le seul truc dont on sait en fait. Voilà. Tu fais dans ta boîte. Il y a un easter egg dans la présentation. Ah. Personne ne l'a vu? Non, personne ne s'est posé de questions à un moment. Okay. Je vous le retrouve. Okay. Il y a un cas que je ne vous ai pas présenté, c'est celui-là. Boston Dynamics. Ouais, plus généralement, le robot dans la vraie vie. Les 3 exemples que je vous ai présentés avant, c'est bien, c'est des problèmes qui sont dans l'ordinateur, qui restent dans l'ordinateur. Ils vont sur l'écran quand je gère des images, mais c'est tout. La vraie question, et aujourd'hui l'IA n'est pas sortie de l'informatique. La question, c'est comment on fait pour que l'IA rentre dans le monde réel. Et donc pour ça, le meilleur exemple qu'on a de gens qui ont lutté pour faire rentrer l'IA dans le monde réel, à savoir avec un objet physique. Au tout début, je vous parlais des Faistos qui créent des automates ou des golems. C'est la robotique. Mais la question, c'est cool de faire des robots. Hein. Ils font des super jumps, ils font des super danses. Je ne sais pas si vous avez regardé. Ouais, la plupart connaissent les images, les vidéos de Boston Dynamics. Regardez bien les vidéos. Il y a des QR codes de partout qui sont plantés sur les vidéos. En fait, leur robot est tellement stupide en termes de vision qu'ils ont été obligés de taguer toutes les pièces où il y a les vidéos et traquer ces QR codes pour que le robot comprenne où il est et comprenne où est l'obstacle, etc. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'observation robotique, c'est le plus important. Boston Dynamics, ça fait un travail de fou. Ça existe depuis 91, hein, je ne sais pas si c'est pas très connu. Mais l'action est compliquée, peut être compliquée pour le robot bipède qui est le pire. Mais en vrai, juste pour faire une voiture, ça tourne, ça accélère et ça freine. C'est l'action, il y a 2 trucs possibles. C'est l'angle du volant et le dosage de l'accélérateur fin. En ayant l'action la plus simple, en fait, c'est impossible
aujourd'hui, on ne sait pas faire des voitures autonomes. Voilà. Alors ça fait, encore une fois, ça fait 20 ans qu'on a dit, dans 5 ans, c'est plié. Du coup, le problème, s'il ne vient pas de l'action, il vient de l'observation. La question, ce n'est pas comment je fais pour tourner ou pour accélérer sur une voiture, c'est quand est-ce que je dois le faire. Et il faut imaginer que la voiture autonome, c'est un cas facile. On a quand même fait des règles, il y a un code de la route, il y a des panneaux qui sont assez stéréotypés et standardisés, il y a des lignes au sol. La question, c'est, bon, Hollywood nous a filé assez d'exemples, comment on fait pour avoir des robots dans la vraie vie qui peuvent se balader, qui peuvent interagir avec des humains en toute liberté. Et bien nous, c'est notre vocation, on a pour but de résoudre le problème de la robotique. Et pour nous, le problème de la robotique, c'est l'observation. Voilà. Et donc, à l'image des 3 autres modèles que je vous ai présentés, notre objectif, c'est de faire un modèle qui comprend juste ce qu'un robot voit et comprend la physique du monde. Voilà. Donc, si je résume, notre but, c'est vraiment de faire en sorte que le robot ait la conscience de l'espace, du temps, des lois de la physique, des objets, etc. Et après coup, on va le spécialiser. Donc effectivement, après coup, on fait beaucoup de véhicules autonomes. On ne fait pas de voitures autonomes parce qu'il y a déjà trop de gens et voilà. Mais en fait, aujourd'hui, tous les robots mobiles, il y en a plein, ils ont besoin d'autonomie. Les camions, les bateaux, tout ce que vous pouvez imaginer en industrie ou autre. Dès qu'il y a quelque chose qui se déplace d'un point A à un point B, en vrai, aujourd'hui, c'est pas comment faire. Voilà. Les seuls qui ont trouvé, c'est Amazon. Ils ont mis des robots dans nos hangars. La solution, c'est qu'ils ont viré tous les humains. Au moins, il n'y a rien d'innovant. Il n'y a rien qui prend une décision qu'on ne connaît pas. Voilà. La question qu'on a, nous, c'est comment on fait pour mettre des robots au milieu des humains. Parce que c'est bon, ça fait 20 ans qu'on est dit que la robotique va remplacer les humains. C'est toujours pas arrivé, ça n'arrivera jamais. Mais bon, autant préparer la phase d'après, qui est comment on met des robots au milieu des humains. Et donc, pour vous donner une idée, parce que je peux vous raconter techniquement, mais en fait, la manière dont on le fait, c'est que là où tous les gens sont focalisés sur comment apprendre à conduire à une voiture, voilà, donc ils le font avec des capteurs de fou, avec des millions d'heures d'ingénieurs et des processeurs et des data centers de fou. Nous, on s'est juste rappelé qu'un humain savait le faire, il est assez désopilant, il sait le faire avec juste ses 2 yeux, il n'a pas de yeux laser, voilà, il a 2 yeux et une tête qui tourne, et encore pas trop, ça dépend des jours. Et c'est le meilleur conducteur du monde, enfin, comparé à une voiture en tout cas. Et en fait, la raison pour laquelle il sait faire ça, et en plus, il est énervant parce qu'il apprend à conduire en 30 heures, ce qui est complètement ridicule comparé à l'effort et les milliards qu'on a dépensés pour la voiture. Mais en fait, quand on dit qu'un humain apprend à conduire en 30 heures, on ment un peu, c'est que depuis qu'on est petit, on se confronte au monde, donc on a passé 16 ou 18 ans, ça dépend selon ce que vous avez fait, à vous confronter au monde, à comprendre le monde, et après, vous vous spécialisez en 30 heures. Et ça ressemble exactement à ce que je vous ai décrit. Se dire, je fais un système qui comprend à peu près tout, et après, je le spécialise sur une tâche spécifique. Ben, nous, ce qu'on fait chez Visual Behavior, c'est qu'au lieu de faire ces 30 heures et de se casser la tête et essayer de le faire, on s'est focalisé sur les 18 ans d'avant. Donc, en fait, on est reparti sur la théorie de l'apprentissage chez l'enfant, la manière dont un enfant découvre le monde et interagit avec le monde. Et notre but, c'est de faire ce modèle-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rémi. On va se prendre un petit temps de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions ou des réponses à donner, vous pouvez lever la main. Et ne me demandez pas dans combien de temps ça va. Mathieu, qui a été plus réactif. Moi, j'ai une question qui me traverse l'esprit depuis tout à l'heure. Déjà, merci et bravo, parce que c'est pas un sujet qui me passionnait et c'est bon, ça me passionne. Cool. Mais tu as parlé de Far West à la fin. Ouais. Tu as été le créateur de cette société, c'est ça? Ouais. Ben, toi, c'est quoi en fait, ton Far West? C'est où tu vas aller dans ce Far West-là? Tu nous as expliqué ce que vous faites, ouais. Mais ton animation, ce qui t'anime toi en tant qu'entrepreneur là-dedans, c'est quoi réellement? Ouais, c'est il y a plusieurs réponses possibles. Il y a un bout, c'est vraiment en fait la robotique est coincée depuis trop longtemps et le problème c'est que l'état où elle est coincée, c'est que l'humain est au service du robot. En fait, c'est con, mais on est dans un état où, quand on met des robots dans une usine, il lui faut 3 humains autour pour l'aider, pour aller le décoincer, pour voilà. Ce qui est un peu con par rapport à l'idéal qu'on a de la robotique, qui est qu'elle peut aider l'humain, et voilà. Donc, notre objectif et la mission qu'on s'est donnée chez Visual Behavior, c'est de révolutionner la robotique, voilà, mais c'est surtout d'atteindre ce palier où la robotique pourra enfin être au service de l'humain. On parle de robots de service à la personne pour les personnes âgées, il y a plein d'applications.
Et en fait, on est à chaque fois coincé parce que techniquement, il nous manque un truc. Et ça, c'est la mission qu'on s'est donnée. Et notre manière de le faire, c'est qu'on est assez énervé et on ne s'arrêtera pas avant. Et donc, en fait, d'un point de vue entrepreneurial, c'est, en fait, on pourrait s'arrêter à plein d'endroits. Quand vous faites un modèle généraliste, il y a plein pour ceux qui font de l'entrepreneuriat, il y a plein de pivots possibles où vous pourrez vous dire, bah ouais, c'est dans cette niche, en fait, qui est quand même grosse. Et je résous que ce cas-là. Et donc, en fait, on est très têtu sur le fait qu'on veut faire le modèle global avant d'aller à l'étape d'après. Une autre question dans la salle, après il y en a une digitale. Vas-y. Je me demandais, c'était quoi ton parcours à peu près, et si tu avais déjà prévu de faire entrepreneur ou si c'est une idée que tu as eue après. Du coup, mon parcours, c'est je suis ingé à la base. Je suis ingé en électronique. J'ai fait une thèse en imagerie médicale et intelligence artificielle. Et après, j'ai directement fait de l'entrepreneuriat. Quand j'ai fini mon école d'ingé, je savais que je voulais monter une boîte. Je considérais que je n'étais pas assez expert dans mon domaine parce que les écoles d'ingé sont assez généralistes. Du coup, j'ai voulu faire un doctorat pour me spécialiser. Donc, si le but de ta question, c'est quel est mon parcours pour être entrepreneur, c'est ça. Ça va. Ouais. Ouais. Par contre, il y a un truc, c'est qu'il n'y a vraiment aucun parcours pour être entrepreneur. Enfin, le truc dont je n'ai pas cité là, c'est qu'en plus dans l'IA, donc en gros, il y a 3 ou 4 étapes de l'IA. Les formations pour l'IA avec plein de data sont en train d'arriver. Les maquettes ont été créées il y a 3 ans, et donc on commence à former des gens qui savent faire de l'IA où ils branchent de la data. Voilà. Sauf qu'en fait, les deux fils sont déjà en train de faire des systèmes qui n'ont plus besoin de data. Voilà. Donc, pour moi, du coup, il faut vraiment distinguer, et c'est encore plus vrai dans le domaine, il faut vraiment avoir faut pas penser que c'est la formation qui va te fournir les connaissances pour faire ton projet derrière. Ça peut te fournir une manière de penser pour résoudre les problèmes que tu auras dans ton futur projet, mais par contre, c'est limite, quoi. D'accord. Si y en a qui ont envie d'apprendre de l'IA et d'aller un peu sur ces nouveaux modèles, il y a une formation qui est absolument géniale qui s'appelle Fast AI, qui est la formation créée par Fast AI. C'est bien son nom. Il suffit d'avoir des bases en code et on apprend d'abord toute la partie deep learning qu'il a présentée. Et puis la deuxième partie du cours, c'est toutes ces choses-là. Et c'est à peu près le seul MOOC vraiment abouti, accessible dès qu'on a des bases de code et qui arrive vraiment là-dessus. Donc, normalement, dès qu'on sort, on se fera de l'IA, c'est ça? Quand tu es alumni de Fast AI, tu n'as pas 10 ans d'IA derrière toi, évidemment, mais tu sais faire de l'IA et tu es capable d'industrialiser des choses et tu commences à avoir une employabilité dans le domaine. Alors, il faut faire le cours sérieusement, pas juste regarder les vidéos, ouais. Et voilà. On se dit, si tu survis au cours de Fast AI, ouais. Tu peux... Il faut vraiment le bouffer, voilà, être autonome dans sa formation, tester plein de choses, etc. Mais il est très très bien fait. Et complètement gratuit. Ouais, on parle beaucoup de technologie quantique. Ouais. Selon toi, c'est quoi l'impact qu'aura cette technologie sur l'IA? Wow. On fera des buzzwords. 2 heures et demie. Ouais, on va faire une crypto quantique IA. Une nano. C'est plus la mode des nanos. Ouais, je dis que je faisais pas de prédiction, donc non, c'est extrêmement difficile à dire. La quantique, je pense que la quantique pour l'IA, c'est une manière de faire des calculs encore plus rapidement. On sait déjà que les modèles qu'on utilise sont trop gros pour les ordinateurs quantiques qu'on aura dans les prochaines années. Donc ça va pas. Je fais une prédiction, donc je vais me planter. Mais selon moi, ça ne devrait pas révolutionner le domaine trop rapidement, quoi. Contrairement à la cryptographie et ces choses-là où la quantique peut faire bouger les lignes assez vite, je pense qu'en IA, ce sera relativement calme. Ce qui ne veut pas dire qu'à moyen, voire à long terme, ça n'aura pas un impact. Dans 10 ans, non. Pour la blague de la phrase. Ouais. Est-ce que tu sais combien de temps ça prend pour développer des IA telles que DALL-E ou Midjourney? Tu parles en temps humain ou tu parles en temps d'apprentissage machine? Temps humain. On ne sait pas trop. Tu peux regarder le nombre d'employés qu'il y a chez OpenAI, par exemple. Ça donne une bonne idée. Mais je ne sais pas. En fait, l'IA, il y a un truc qui se passe, c'est que je pense que c'est un des domaines où c'est la recherche mondiale avec le partage d'idées a le plus d'impact.
Et en fait, il y a des gens qui ont fait des études, et c'est pas parce que vous avez des millions et que vous êtes au MIT que vous avez les meilleures idées. Et en fait, l'IA est peuplée de petits papiers qui ont révolutionné chacun à leur échelle, qui viennent de labos improbables, voilà, qui n'avaient pas de moyens, qui ont à peine les moyens d'avoir un GPU, donc une carte puissante pour entraîner des modèles. Donc c'est assez difficile à dire. On ne sait pas trop le temps qu'ils ont. Enfin, c'est pas public, hein, et on ne sait pas trop le temps qu'ils ont mis. Mais... Et comme Rémi disait, de toute façon, il y a ces gros modèles qui sortent et qui sont créés par souvent des géants du net parce qu'ils ont les moyens, etc. Et ensuite, ils les mettent à disposition. Par exemple, GPT-3, on peut l'utiliser, on va l'entraîner sur ce que Rémi appelait du fine-tuning, on va l'entraîner sur quelques jeux de données qui correspondent à l'usage qu'on veut traiter, et on va utiliser tout l'entraînement que Google a fait avec GPT. Et nous, on n'a pas à refaire cet entraînement, on l'utilise pour pas grand-chose, en fait. Ça devient une commodité. Et nous, ce qu'on ajoute, c'est juste, tu as un énorme cerveau qui est super général, puis tu lui donnes un faisceau sur ce que tu veux faire, et c'est juste ce faisceau que tu as à construire. Alors, j'ai une question d'un de nos participants MBA sur Internet qui est, en reprenant ton approche qui est que les IA actuels utilisent moins de sets de données spécialisées, ouais. Il pose une question qui est assez intéressante, qui est que devient cette fameuse phrase « la data est le pétrole de demain ». Est-ce que finalement, c'est plus aussi vrai que ça, ou est-ce que ça reste un élément clé, la collecte et la qualification de data? Je pense que le mec qui a dit cette phrase est suffisamment flou pour avoir la chance que cette phrase survive, parce qu'il n'a pas dit les datas annotées sont le moyen de voilà. Donc non, oui, ce sera toujours le cas. La capacité à recevoir de l'information. Un exemple que j'ai pas cité, par exemple, c'est Tesla. Tesla, le moyen qu'ils ont pour apprendre les modèles de leur voiture, c'est qu'en fait, ils ont des bases de données qu'ils ont annotées, mais maintenant, ce qu'ils font, qu'ils ont plein de voitures dans le monde, c'est que quand ils veulent comprendre, et parce qu'ils savent que l'IA sous-performe à un carrefour, à chaque fois qu'il y a une Tesla qui passe sur ce carrefour-là, elle enregistre toutes les vidéos, elle l'envoie, et ils utilisent le fait qu'il y ait des milliers de Tesla qui soient passés dans tous les sens dans ce carrefour pour reconstruire le truc en 3D et se créer un jeu de données automatiquement à eux. Donc on va vers de plus en plus, la data sera toujours importante, mais ça deviendra de plus en plus important d'être créatif et d'avoir un moyen d'acquérir cette data de manière à l'annoter automatiquement. Entre guillemets. Il y a même toute une veine de la synthétique data, c'est-à-dire qu'on génère avec des IA de la data qui va servir à entraîner d'autres IA. Avec ou sans IA. Ouais. Beaucoup de moteurs de jeux vidéo sont utilisés pour générer des data. Est-ce qu'il existe des IA qui font ce qu'elles veulent? On ne leur donne pas de données justement en entrée. On les met entre elles et on voit ce qui se passe. Pour ensuite, dans l'idée justement de créer quelque chose, mais 100% grâce à l'informatique. Ouais. Alors, il y a des mecs qui ont fait ça avec la meilleure IA qu'ils avaient à l'époque. En fait, ça s'appelle un bébé. Voilà. Et c'est des mecs qui avaient des croix un peu bizarres et qui n'étaient pas très à la mode en 45. En fait, si tu ne donnes pas d'entrée à une IA, donc à une intelligence, on va dire, qu'elle soit humaine ou pas, en fait, elle ne fait rien. Elle végète et en fait, si elle n'a pas d'objectif, il n'y a pas de raison qu'elle dépense de l'énergie pour rien. Et si tu ne lui donnes pas une structure, donc quelque chose à faire, en fait, elle ne va rien faire. Et on n'a aucun exemple aujourd'hui qui arrive à le faire. On a des cas semi-spécialisés où on a réussi, c'est un peu buzzword, à faire communiquer deux IA ensemble. Elles ont créé leur propre langage, par exemple, mais c'est ultra restreint, en fait. C'est juste, elles se sont mis d'accord sur des mots de traduction de ce qu'on avait, quoi. Mais au-delà de cette boutade sur les nazis, parce que c'est important de le mettre dans cette conf, je ne vois pas d'exemple réel où c'est le cas, quoi. Il y a un problème théorique même à le faire. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on a dans l'IA développementale quand même, avec par exemple des projets comme eCube, où c'est un petit robot qui simule un enfant de 3-4 ans. Et l'idée, c'est de lui mettre on va dire, une capacité à percevoir le monde et surtout à être curieux, à vouloir explorer le monde pour se faire ses propres expériences et construire son propre modèle du monde. Et du coup, c'est une approche qui est importante dans la robotique, qui commence un peu à éclore, mais qui est encore très très restreinte, et où du coup tu spécialises très très peu, puisque tu spécialises l'algorithme en curiosité, pour qu'il ait envie d'explorer le monde et qu'il se construise, même les chercheurs parlent de personnalité. Donc
Donc là, tu commences à avoir des trucs qui vont un peu dans ce sens-là, mais il y a besoin de ce contact avec le monde quand même, et d'une structure initiale capable d'interpréter le monde. Ouais, ma question, c'est vraiment pour alimenter très spécifique, c'est un peu genre fais ce que tu veux, et l'humain, il regarde comment il crée justement et comment il se débrouille tout seul. Fais ce que tu veux, tu fais rien. Il faut trouver l'intention première de l'humain. Au moins une intention d'explorer le monde. L'intention d'explorer le monde, mathématiquement, ça va se modéliser dans si ce que j'ai devant moi, je ne connais pas déjà, je vais essayer de faire des choses avec pour en tirer de l'information et l'intégrer à mon modèle du monde. Et du coup, après, je l'aurai, donc je vais me tourner vers des nouveaux objets, etc., etc., etc. Mais il faut qu'il y ait au moins une intention, même si c'est pas une méta-heuristique, même si elle est comme ça assez généraliste. Il y a Djibril qui a une question. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si c'est très clair, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'IA, on parle d'IA, mais c'est de l'algorithmie. C'est-à-dire que c'est prévisible, ça reflète la pensée, en tout cas, c'est la solution que l'auteur lui a donnée. C'est pas la vraie IA. Comment différencier l'algorithmie pure, comme dans les logiciels en informatique aujourd'hui, et l'IA? Je ne voulais pas définir l'IA ici. En fait, il n'y a pas de définition de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que depuis qu'on a créé le mot, tu as mis le point sur un truc qui est important, c'est que dès qu'une IA est connue et devient une commodité, comme disait Flavien, et bah, voilà, on sait faire et c'est tout, en fait, ça s'appelle un algorithme. Donc, si il y a 40 ans à peu près, il n'y a pas de radiateur ici. Chez vous, votre radiateur et le thermostat, ça s'appelait de l'IA à l'époque. Parce qu'en fait, ce truc était capable de mesurer la température, de prendre une décision d'allumer ou non le radiateur en fonction de la température et de réguler la température avec ça. Voilà. Aujourd'hui, il y a plus grand monde qui appellerait un thermostat basique, une IA. Quoi. Donc en fait, c'est une fuite en avant. En fait. Dès qu'une IA devient trop classique, ça devient plus de l'IA, on lui donne un nom, ça s'appelle de l'automatisme, par exemple, pour les thermostats, et puis voilà, on la classifie comme un objet informatique ou mathématique, et puis c'est tout. Voilà. Donc souvent, la définition de l'IA, c'est tout ce qui, ma définition à moi, c'est tout ce qui paraît encore magique pour suffisamment de gens. Voilà. Vous ferez ce que vous voulez avec ça. C'est ce que les robots font dans les films, en gros, l'IA. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, l'IA, en tout cas, comment je comprends aujourd'hui, c'est la marge d'autonomie qu'on donne au système, en fait. C'est l'autonomie qu'une entité, l'IA, a de prendre une décision, à se développer. Intéressant. Il n'y a pas de réponse, donc c'est un débat ouvert. Tout le monde peut faire sa proposition. Alors, je me demande par rapport à un truc, en fait, vous avez parlé des réseaux neuronales et que vous avez laissé en fait la partie où les autres en fait ils sont en train de se concentrer maintenant. Du coup, je reviens à votre exemple d'apprendre à conduire. Du coup, vous allez laisser les 30 heures et vous allez vous focaliser après sur les 18 ans après. Ouais. Mais on sait avec l'IA aujourd'hui, si on ajoute une variable, c'est des neurones qui se rajoutent. Après, il n'y aura pas un problème au niveau du système et c'est pour ça en fait que les autres ont délaissé un peu cette partie. Ils se sont spécialisés à cause de ça, non? Alors là, tu vas formuler la question. Formuler sous forme d'une question, c'est pourquoi ils ne sont pas plus stupides que les autres, donc pourquoi ils ont fait cette partie. En fait, la voiture autonome moderne, telle qu'on l'entend, ça a commencé avec la DARPA, qui a fait un challenge de la DARPA, qui a fait un challenge d'autonomie, et ils pensaient que c'était... Voilà, encore une fois, il y a un mec qui a fait une prédiction qui s'est dit si on met un prix suffisamment élevé et que les gens y passent assez d'efforts, on arrivera à faire une voiture autonome. Voilà. Le premier challenge de la DARPA, je crois que les voitures ont fait la meilleure a dû faire 15 mètres avant de finir dans le fossé. Quoi. Quand ils ont fait ça, par contre, le deuxième a une route de voitures qui ont. Voilà, c'était un cas simple, il n'y avait qu'une seule route, il n'y avait pas d'obstacle, il n'y avait pas d'autres voitures. Quand ils ont fait ça, les gens avaient des ressources limitées, donc tu ne vas pas réinventer toute la compréhension, tu vas dire je vais prendre une IA à conduire, donc tu vas simplifier ton problème et tu te dis en fait, on a un raisonnement humain. Du coup, j'imagine que vous connaissez assez bien la créativité, qui est qu'on a tendance à toujours ajouter des trucs, ajouter. Souvent, ce que je dis, c'est la perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à enlever. Je l'ai volé à je ne sais plus qui d'ailleurs. Saint-Exupéry. Et en fait, nous, on a tendance à toujours ajouter des trucs de base. Donc, en fait, c'est ce qu'avaient fait les chercheurs à l'époque, de dire il me faut un détecteur de ligne, il faut un détecteur de route, il me faut un détecteur de machin, il faut que je fasse ça. Et voilà. Et en fait, toute l'IA qu'il y a eu après,
pour la voiture autonome, c'est basé sur ces travaux-là, et donc les gens sont engouffrés parce que le problème de la recherche en général, c'est que tu as toujours l'impression d'être tu es dans le brouillard, c'est le Far West, donc en fait, à chaque étape, tu te dis, bah, il suffit de faire ça et on sera bon. En fait, ça fait 20 ans qu'ils font des dates comme ça. Et donc, c'est compliqué quand tu as investi des milliards, force comme ça, de te dire finalement, je repars d'une feuille blanche. Nous, on a la capacité de le faire parce qu'on est une start-up et parce qu'on a décidé de le faire dès le début, mais pour des Google, des Uber ou autres, je pense que la personne qui va se pointer devant le conseil d'administration et dire ça, c'est pas encore arrivé. Merci encore, parce que vraiment, ça a éclairé ma compréhension de l'IA, clairement. À la fin de la présentation, tu as parlé d'étudier l'humain ou le fonctionnement de l'humain avant ses 18 ans pour enrichir les IA. Aujourd'hui, on est où à peu près ce questionnement? C'est l'IA développementale. Ouais, Et c'est assez. Enfin, je vais faire le parallèle avec Visual Behavior parce que je pense que c'est intéressant. L'IA développementale, la plupart des travaux, en fait, ont délaissé le monde réel en se disant c'est un peu chiant de conceptualiser le monde. Et donc, en fait, la plupart des sujets d'IA développementale font de la simulation où on leur donne déjà ça c'est une chaise, ça c'est une table, ça c'est machin, et tu as des actions à faire dedans. Sauf qu'en fait, le vrai sujet dont tout le monde passe à côté, c'est déjà comment je fais pour conceptualiser le monde que j'ai autant de problèmes, c'est ce qu'on fait. Du coup, le problème, c'est qu'en fait, c'est un peu comme si les gens qui faisaient de l'IA développementale, la plupart commencent comme si tu avais déjà 5 ans, en fait. Donc, personne ne s'est occupé des choses qu'il y a avant. Et quand on se penche sur ce qui s'est passé il y a avant, je pense qu'à peu près aujourd'hui, les meilleurs IA font la même chose qu'un bébé de 3 mois, quelque chose comme ça. Voilà. Si tu veux, un bébé à 3 mois, il a ce qu'on appelle la persistance des objets. Ça veut dire que si tu lui caches un objet derrière un autre, il a encore conscience qu'il existe encore, et donc s'il réapparaît de l'autre côté, il ne sera pas surpris. Encore une fois, la curiosité. Il y a eu quand même beaucoup d'accidents de voitures autonomes où parce qu'il y a un cycliste qui est passé derrière un camion, la voiture a dit il n'existe plus, puis quand il est réapparu de l'autre côté, ça s'est mal passé, quoi. Donc en fait, c'est assez paradoxal, c'est qu'on a des sujets comme YouTube qui avancent beaucoup sur la curiosité, à faire des choses comme ça, et paradoxalement, en fait, il manque des grosses briques fondamentales, et voilà, donc on en est vraiment au tout début, quoi. Enfin, faut voir aussi que même en sciences cognitives, on est en plein dans ces recherches-là. Toute la révolution bayésienne qui étudie ça, qui a enfin unifié un peu la connaissance autour de ces questions-là, c'est une révolution qui a même pas 10 ans et qui commence à maturer vraiment dans les labos depuis 5 ans. Et donc, on commence tout juste à comprendre les algorithmes humains du développement de l'enfant. Et les deux s'enrichissent mutuellement. On va s'arrêter là. Une dernière question. J'avais demandé sur quel type de produit vous équipez votre IA, du coup. Est-ce qu'elle est encore en stade de développement? Et dans ce cas-là, comment vous faites pour vous rémunérer? Je sais pas, comment vous... Ouais. On parle de business de seconde. Notre cible, du coup, c'est faire tout ce qui n'est pas voiture autonome et tout ce qui se déplace quand même. Donc, en fait, typiquement, on bosse avec Parrot dans les drones. Parce qu'il a besoin de percevoir l'environnement. On bosse avec des gens qui font des robots en usine, on bosse avec des gens qui font des bateaux. En fait, il y a des dizaines et des dizaines d'applications derrière la voiture. Tout le monde veut la voiture, mais voilà. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on offre une solution à des gens qui n'ont vraiment aucune solution, parce que des boîtes qui font pour des voitures autonomes, il y en a plein, mais par contre, des boîtes qui font pour des bateaux autonomes, ça n'existe pas. Donc en fait, on arrive à faire des partenariats avec des grands constructeurs de bateaux, de camions, de choses comme ça. Et donc, en fait, on co-développe avec eux, donc ils nous financent. On est en cours de levée de fonds pour pouvoir. C'est ça, mais en fait, on a très bon. Enfin, en fait, c'est la première fois qu'ils voient arriver des systèmes qui sont capables d'impacter leur domaine. Et eux, ils pensent être un peu les viens petits canards avec personne qui les aide. Mais, On va s'arrêter. Merci encore, Rémi.